Tout est parti d'une lettre. Depuis toujours, je garde chacune des lettres et cartes postales que j'ai reçues. De mes parents, de mes grands-parents, de mes frères et sœurs, de mes cousins, de mes amis. Recevoir une lettre, c'est un cadeau. Je me revois plus jeune, guettant le postier et le courrier du jour, à l'affût d'une enveloppe avec mon nom. À l'époque, je ne recevais pas de facture, et lorsque je recevais une lettre, l'émotion m'envahissait. Qui me l'envoie? Vite, découvrir qui m'écrit. Je conservais tout. L'enveloppe, la lettre, bien sûr, le timbre, précieusement, dans une boîte à chaussures verte que j'ai encore dans un grenier chez moi. Récemment, je l'ai réouverte. Quel trésor! Relire les mots d'encouragement que mes grands-parents m'envoyaient à la fin des vacances en prévision de la rentrée qui arrivait, leur écriture fine, indéchiffrable, et la dernière trace physique que j'ai d'eux, le dernier moyen que j'ai de les toucher. J'ai souvent trouvé triste de les avoir perdus alors que je n'étais qu'un enfant. Aujourd'hui, adulte, j'ai encore envie de pouvoir les appeler, leur écrire, lorsque quelque chose se passe dans ma vie, pour avoir leur avis, leurs félicitations, ou tout simplement leur réconfort. Oui, cette boîte verte, c'est vraiment un trésor. Elle contient mes souvenirs d'enfance qui, parce qu'ils sont écrits noir sur blanc, voyagent dans le temps. Tout est parti d'une lettre. Ma dernière grand-mère, ma grand-mère maternelle, est morte un jour de septembre 2018. Dans les semaines qui suivent, ma mère et ses frères font l'inventaire de ses affaires. En fouillant, plus exactement, en fouinant, un jour où j'ai pu l'accompagner, flairant le bon coup, en passionné d'histoire, je tombe sur une vieille pochette cartonnée Bordeaux. Avec ses élastiques complètement détendus, elle ne paye pas de mine. Je suis bien loin de me douter des conséquences de cette découverte. Au crayon sur la pochette, ma grand-mère a inscrit 1939-1940, la guerre de Pierre, mon père. À l'intérieur, d'abord une enveloppe, adressée à ma grand-mère lorsqu'elle était enfant, expédiée par son père, blessé, alors à l'hôpital, le 22 juillet 1940. Il y a aussi une coupure de journal du 11 mai 1992, intitulée « Le printemps fatal de 1940 ». Puis, une copie d'extrait de journal de marche, tapé à la machine, relatant les événements de mai 1940 au sein de la 5e division d'infanterie motorisée. Enfin, une carte, avec des noms de villages entourés, représentant le nord de la France et une partie de la Belgique. Charleroi, Mons, Maubeuge, Avesnes, Landrecy. Et surtout, une trentaine de lettres, toutes rédigées à la main, la plupart au crayon à papier, dans l'ensemble indéchiffrable. Mais ni ma mère, ni mes oncles ne sont capables de m'en dire plus. Ils n'en connaissent ni le contenu, ni même l'existence. Je me sens investi d'une mission, à laquelle je m'attelle dès le lendemain. La plupart des lettres sont bien de mon arrière-grand-père. Je découvre un homme qui, à l'époque, a le même âge que moi. Je découvre ses angoisses de père de famille au front, dans une drôle de guerre, où il se sent inutile et inutilisé. Je découvre aussi l'amour qu'il a pour sa femme et ses 2 filles. Je découvre enfin que le 10 mai 1940, lorsque les Allemands attaquent la Belgique et les Pays-Bas, il est sous le feu. 18 mai, je suis sur le Catelet, dans l'Aisne. Les chars ennemis attaquent. 3 d'entre eux sont en flammes à l'entrée du village.
Ils ont été atteints par les canons de nos 2 vieilles automitrailleuses. Les autres n'insistent pas et les contournent. Je veux les prévenir qu'elles vont être prises à revers. C'est en me précipitant dans leur direction que je suis jeté à terre par les tirs d'un autre char, caché à 30 mètres. Heureusement, l'obus éclate avant au sol, et je reçois seulement 3 éclats. L'un s'écrase sur mon revolver, mais mon genou saigne abondamment. J'ai là à terre un moment d'angoisse épouvantable. Je sens bien qu'aucun organe vital n'a été atteint, mais me relèvera-t-on ou vais-je crever, comme un lapin? Demi-vœu, aussitôt. Si je m'en sors, ne plus jamais aller à la chasse et pèlerinage, à pied, à Lourdes, pieds nus, depuis l'endroit où j'ai été blessé. Voilà plusieurs semaines déjà que je sacrifie chaque jour mes dernières heures de sommeil au déchiffrage de ces lettres. À la lumière de ma petite lampe de bureau, parfois à l'aide d'une loupe, j'ai ri, j'ai été ému, passionné, j'ai même pleuré. Au fur et à mesure que mes lectures avancent, je prends véritablement conscience de l'importance de la transmission et de la mémoire. Mais la mémoire, ce n'est pas simplement se souvenir, c'est un don aux autres. Et je comprends alors pourquoi, depuis toujours, je garde chacune de mes correspondances. J'écris chacun de mes souvenirs marquants, quelques bribes de mots, par-ci, par-là, qu'un jour, je mettrai en forme pour les raconter à mes enfants. J'ai eu de la chance. J'ai grandi au sein d'une famille où l'importance des souvenirs comptait plus que tout, où l'évocation des racines familiales et des anciens permet la mise sur orbite des plus jeunes. Moi qui suis si passionné par la transmission de l'histoire et par la mémoire, je me suis mis à écrire des livres pour enfants, parlant de l'histoire. La mémoire. Ce point de rassemblement pour tous, jeunes et plus âgés. Cette expérience de la vie indispensable à chacun d'entre nous, à commencer par nos enfants. Cette opportunité de leur léguer l'expérience d'un vécu qui leur permettra de savoir d'où ils viennent, de faire grandir leur confiance en eux et de faire face à l'avenir. L'histoire n'est pas le privilège de messagers illustres, Thucydide, Chateaubriand, Michelet, Bloch. Nous sommes tous des messagers de l'histoire. Histoire de notre pays, histoire de notre ville, histoire de vos unités, histoire de notre famille. Tout est parti d'une lettre. Un de mes oncles est mort au début de cette année. Il avait 96 ans et était un vétéran de la première armée Rhin et Danube et de la guerre d'Indochine où il passa 6 ans. Il s'était engagé dans un petit village jurassien le 28 novembre 1944 en sautant dans une jeep de l'armée de Delattre qui remontait alors la vallée du Rhône en direction de Strasbourg. À Mannheim, en 1945, puis à Langson, en 1954, il a été cité 2 fois, honorant la devise de notre famille, Fidelis, fortisque simul, fidèle et fort à la fois. Fin décembre, au cours de ma dernière visite, quelques jours avant sa mort, en l'embrassant avant de lui dire au revoir, je l'ai remercié d'avoir été mon héros et mon messager. À la question d'un jeune écolier lui demandant un jour quelles études il avait faites, il avait répondu « Les Vosges, Colmar, la Forêt Noire, Germesheim, Ulm, Kaobang, Opération Léa, la route coloniale 4, Foulongue. » Il n'avait pas à se justifier plus que cela.
Un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Ce magnifique proverbe africain, je l'avais entendu quelques semaines auparavant. En me racontant son histoire et celle de notre famille, mon oncle avait fait de moi un messager. Il m'avait transmis le flambeau. Et lors de son enterrement, en lisant son eulogie, je lui promis d'en être digne pour mes cousins et pour mes fils, générations futures, qui étaient assis dans l'église. Il me disait souvent, citant Victor Hugo, « Si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore Scylla. S'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. » Je vous souhaite d'aimer raconter des histoires à vos enfants, pour que tout au long de leur vie, ils en lisent beaucoup d'autres, pour que leur quête de sens ne cesse jamais, pour que, pourquoi pas, un jour, ils écrivent la leur et en fassent le don, à leur tour, à leurs enfants.